Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous parlerons aujourd'hui du Pacte vert européen et de son incidence sur la ruralité, en compagnie de Madame Émilie Chevalier, maître de conférences en droit public et directrice du Master droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme à l'Université de Limoges. Bonjour Madame Chevalier. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous accueillir dans cette émission, merci. Alors, plaisir partagé, merci de votre invitation. Merci. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous rappeler en quoi consiste le Pacte vert européen, s'il vous plaît ? Alors, le Pacte vert européen, c'est peut-être quelque chose que les auditeurs connaissent sous l'appellation Green Deal. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant avec ce Green Deal, donc qui a émergé il y a environ un an, c'est que c'est un résultat ou une conséquence très concrète des votes des citoyens européens aux élections du Parlement européen. Ce que je veux dire ici, c'est que ces élections, donc en fin mai 2019, ont été marquées par une montée des députés, montée en puissance des députés écologistes. Et de ce fait-là, eh bien, cette montée en puissance s'est traduite par une prise en compte accrue des enjeux environnementaux, des enjeux de lutte contre le changement climatique. Et ce qui a notamment, alors contraint, c'est sans doute beaucoup dire, puisque la Commission européenne l'aurait peut-être fait déjà d'elle-même. Il y a un contexte quand même très favorable à cette prise en compte. Mais en tout cas, la Commission européenne, dans son programme d'action, donc sous l'égide de la présidente Ursula von der Leyen, a dû montrer un intérêt particulier pour les enjeux environnementaux, les enjeux de lutte contre le changement climatique. Et donc, ce Green Deal, eh bien, c'est sa feuille de route. C'est l'annonce claire, donc il y a un an, que désormais, les actions menées au niveau de l'Union européenne auront ou devront prendre en compte ces enjeux-là. Vous voyez, c'est vraiment le challenge classique de prendre en compte le développement économique et les enjeux environnementaux. Et ils se sont donné à peu près un calendrier, peut-être, pour certaines actions phares ou certains buts phares ? Alors, il y a des calendriers qui ont été un peu, dictés de l'extérieur, j'ai envie de dire, c'est-à-dire notamment on peut penser aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous le savez, suite aux accords de Paris de 2015, il y a un objectif de réduction à 2050 avec une première étape à 2030. Alors évidemment, ça peut paraître très loin comme objectif, mais en fait, l'idée, c'est de mettre en œuvre, de définir dès aujourd'hui un certain nombre de mesures pour parvenir, en tout cas tout faire pour que cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 soit réaliste en fait, ou puisse se concrétiser. Alors maintenant, je vais m'intéresser un peu plus à la ruralité. Comment cette ruralité est-elle qualifiée ou définie au niveau européen ? Alors, c'est assez intéressant parce que, en soi, en fait, la ruralité ne fait pas l'objet d'une définition unique au niveau européen. Il faut aussi noter ici que l'attention du niveau européen a été plutôt même largement portée ces dernières années sur l'urbain, sur l'espace urbain, sur la ville. Vous avez par exemple un agenda urbain qui donc vise à développer une stratégie pour le développement urbain. Et donc, on avait le sentiment que la ruralité était plutôt laissée de côté. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, pour autant qu'elle n'était pas traitée par le niveau européen. Alors, un traitement classique de la ruralité, elle s'est fait par ce qu'on appelle les fonds structurels ou la politique régionale, c'est-à-dire ces fonds de soutien à l'investissement pour les infrastructures, pour les projets qui sont mobilisés au niveau européen. Mais vous voyez, percevoir ou concevoir la ruralité uniquement par ce prisme pouvait avoir pour conséquence de la comprendre ou de la présenter essentiellement comme des espaces moins développés, des espaces en souffrance. Or, il y a une chose de sûre, c'est que la ruralité n'est pas non plus un espace homogène au sein de l'ensemble des États membres de l'Union européenne, que les figures changent, varient. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une attention particulière qui est portée à cette ruralité, justement, pas pour l'aborder seulement par le prisme du développement ou de l'aide au développement, si je puis dire, mais utiliser ou mobiliser la ruralité au service du développement européen d'une manière générale.
Alors justement, l'Union européenne mène quand même des actions, hein, parce que elle est présente sur tout notre territoire et même dans les territoires ruraux. Alors quelles sont les actions un petit peu plus concrètes actuelles de l'Union européenne sur le monde rural? Vous avez parlé notamment des fonds structurels. Tout à fait. Donc ça, je dirais que c'est la partie sans doute la plus visible. Mhm. Alors de l'iceberg, je ne sais pas, mais en tout cas une partie très visible de l'action de l'Union européenne, parce que bien, on a tous vu sur, je ne sais pas moi, des panneaux qui annoncent la construction d'une infrastructure, le petit drapeau de l'Union européenne avec une certaine somme d'argent à côté. Eh bien, c'est ça. D'abord, l'intervention de l'Union européenne en termes de développement, c'est contribuer à l'investissement. J'insiste ici sur le Mhm. mot contribuer, c'est-à-dire que l'Union européenne ne finance jamais seule un projet, mais elle va le cofinancer avec les autorités nationales, avec donc chaque État membre. Donc dans ces fonds européens, vous avez des fonds, je dirais, directement dirigés vers la ruralité. On peut citer ici le FEADER, hein, donc c'est le Fonds européen pour le développement rural en milieu agricole. On peut citer aussi les actions leaders. Donc vous avez partout en France des espaces territoriaux de taille variable qui sont ce qu'on appelle des territoires leaders, hein, ou leaders plus, et donc qui traduisent un engagement particulier de l'Union européenne, donc en termes d'investissement, pour soutenir le développement de ces territoires-là. Alors, selon vous, quel sera l'impact du pacte vert européen sur la ruralité en Europe et aussi en France? Alors, je l'ai dit, le pacte vert, lui, s'intéresse à l'ensemble des actions menées au niveau de l'Union européenne. Donc, l'économie, la protection des consommateurs, l'environnement, bien entendu, les transports, etc. Donc, à ce titre-là, bien qu'il ne s'intéresse pas directement ou exclusivement à la ruralité, il va évidemment avoir un impact sur la ruralité. Alors d'abord, on l'a dit, via ces fonds structurels, parce qu'en effet, désormais, il y a une règle qui est établie au niveau de l'Union européenne, c'est que les investissements mobilisés donc par l'Union européenne ne pourront l'être que pour des projets. Alors, qui, au mieux, j'ai envie de dire, contribueraient à lutter contre le changement climatique, à la protection de la biodiversité, etc., mais qui, au moins, ne les affecteraient pas. Donc, vous voyez déjà, il y aura cet effet de fléchage qui va avoir une incidence sur la ruralité. Alors, précisément, si... il est intéressant ici de mentionner que les actions menées dans le cadre du Green Deal doivent suivre 5 priorités, ou vont s'inscrire dans 5 priorités. Alors, vous avez la priorité qui est avoir une Europe plus intelligente. La deuxième, c'est l'environnement et le climat. La troisième, le numérique. La quatrième, l'Europe sociale. Et la cinquième priorité, c'est rapprocher l'Europe des citoyens. Et en fait, on voit ici que la ruralité peut s'inscrire finalement dans nombre de ces priorités et à ce titre relever donc des centres d'intérêt de l'Union européenne. Donc clairement, si vous voulez, l'Union européenne, par son action, va avoir une influence dans le sens d'une ruralité plus verte, plus innovante, plus connectée. Mais j'insiste vraiment, ce qui va être souligné ici, c'est le dynamisme de la ruralité. Donc, c'est pas tout juste d'amener de l'argent et de soutenir les projets, mais c'est évidemment de prendre en compte cet espace rural comme un espace important pour l'Union européenne. Donc, ça va être déjà de cette manière-là que le Green Deal va avoir un impact, alors qu'on pourra qualifier de direct ou d'indirect, sur la ruralité. Green Deal qui doit être aussi lu en relation avec d'autres champs d'action de l'Union, hein, par exemple la politique agricole commune. Hein, on sait que dans le champ de la politique agricole commune, il y a une attention particulière aujourd'hui qui est portée à la protection de l'environnement, à la lutte contre le changement climatique. Donc voilà, des axes de développement pour la ruralité de demain, avec une meilleure prise en compte du potentiel de cette ruralité. Et donc, selon vous, quelle stratégie devrait adopter la France pour tirer le meilleur profit de ce pacte vert, hein, pour ces territoires ruraux? Alors, évidemment, c'est toujours compliqué de prôner une stratégie plus qu'une autre, mais je crois ici que le maître mot va être le mot synergie. En fait, c'est vraiment la synergie des acteurs, privés, publics, des acteurs territoriaux et nationaux et européens. Pourquoi ? Parce que l'idée quand même de
de ces réflexions sur le pacte vert européen, même sur l'agenda, sur un futur potentiel agenda rural européen, c'est de se dire que les solutions doivent venir de la base, en application de ce fameux principe de subsidiarité, selon lequel les décisions doivent être adoptées au niveau le plus proche des citoyens. Et donc, qui mieux que les acteurs de la ruralité pour évidemment définir ce qui correspondra le mieux à leurs besoins. Toutefois, cette lecture ou cette approche selon le principe de subsidiarité ne doit pas conduire au désengagement des autorités, je dirais, supérieures, donc régionales ou bien nationales, puisque finalement elles vont avoir un rôle ici de soutien, mais je crois surtout un rôle essentiel de coordination des acteurs pour mettre justement en relation les différents acteurs entre eux, mais de soutien également parce que le champ européen des fonds structurels est quand même quelque chose d'extrêmement complexe, mais je crois que c'est de la responsabilité des autorités publiques régionales, nationales, de prendre leur part et d'assister les acteurs, même si, dernier point que je voudrais souligner ici, il faut bien se dire que les investissements européens amèneront véritablement leurs fruits si l'on n'est pas dans une approche de course aux subventions. Ce n'est pas vraiment l'idée ici, c'est qu'il faut d'abord construire le projet, avoir des idées et ensuite chercher des moyens de le financer, sachant aussi, comme je l'ai dit, que l'Union européenne ne financera jamais tout. Donc, c'est vraiment là où il faut une coordination entre les différents niveaux, entre les différents acteurs. Et là aussi, tout dernier point, bien rappeler qu'il faudra aussi que les structures administratives françaises soient assez efficaces pour gérer justement ces fonds structurels et éviter la situation dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle, qui fait qu'il y a de l'argent qui arrive de l'Union européenne, mais qui n'est pas débloqué par les autorités françaises. Alors que les acteurs ont, eux, déjà commencé des projets et donc avancé des fonds. Exactement, ils développent des projets, on leur a demandé de se mobiliser pour développer des projets, en effet pour avancer les fonds, et là, tout est bloqué. Alors pourquoi, pour quels facteurs? On pourra évidemment ici mentionner les difficultés administratives, mais ça c'est une appellation quand même assez floue pour identifier les véritables problèmes. On sait par exemple que la reconstruction ou l'évolution régionale a pu causer des difficultés de réadaptation des services justement pour gérer ces fonds-là. Donc, je sais que la question est aujourd'hui prise en main par le gouvernement, mais vraiment, la situation est assez critiquable de ce point de vue-là, parce que les investissements européens sont là, l'Union européenne soutient ces projets-là, et on bloque finalement. C'est finalement la gestion territoriale, locale ou même nationale qui bloque, malheureusement. C'est ça. Je rappelle à nos auditeurs que nous avions eu le plaisir de vous accueillir, Madame Chevalier, pour une conférence numérique le 26 novembre dernier, justement sur cette question de pacte vert et de ruralité. Cette conférence est en réécoute sur notre chaîne YouTube, que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. Voilà, donc c'était un petit rappel important. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame Chevalier, pour nous avoir expliqué l'impact de ce pacte vert sur notre ruralité européenne et française, bien sûr. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Merci encore, Madame Chevalier. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.